Après la crise, le débat s'est focalisé sur la globalisation. Au banc des accusés, les multinationales qui sont chargées de tous les maux. On les accuse de trop préférer les actionnaires à leurs salariés, on les accuse de fermer des usines ici pour investir dans les pays à bas salaire. On leur reproche de ne pas créer d'emplois en France, de ne pas payer assez d'impôts. Bref, on les blâme d'être de mauvaises citoyennes. Il est vrai que ces multinationales sont les acteurs majeurs d'une globalisation terriblement vilipendée en France. Pourtant, nos multinationales ont plutôt bien surmonté la crise. De fait, nos grandes entreprises sont plus que jamais notre première force de frappe économique. Sait-on par exemple que la France a plus de grandes firmes multinationales que l'Allemagne ? Alors il faut se poser la question, peut-on réconcilier la France et les Français avec ces multinationales qui ont si mauvaise presse ? Pour en parler, Xerfi a invité le président d'un grand groupe français. Une entreprise leader mondial sur son secteur et en plus un leader devant une firme allemande et un groupe japonais. Xavier Fontanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Essilor, premier groupe mondial dans les verres optiques, c'est-à-dire les verres correcteurs. J'ai des lunettes Les verres Essilor, ça se voit tout de suite. Vous êtes formé à l'école des ponts et chaussées, puis au MIT aux États-Unis. Vous avez d'abord été consultant au Boston Consulting Group, vous en parlez d'ailleurs longuement dans votre livre. Puis vous avez été directeur général de Beneteau, donc dans la navigation de plaisance. En 1991, vous avez rejoint le groupe Essilor, dont vous êtes devenu en 1996 le président. Vous venez de publier un véritable plaidoyer pour votre philosophie de la gestion des multinationales. Si on faisait confiance aux entrepreneurs, l'entreprise française face à la mondialisation. Alors moi, ce qui me frappe dans le titre même de votre livre, c'est, avant de parler de mondialisation, ce mot « confiance ». Alors pourquoi le mot « confiance » et puis pourquoi ce livre ? Alors peut-être que je vais commencer par pourquoi ce livre. En fait, bon, moi j'ai énormément voyagé. Il est sûr que les affaires que vous citez se sont pas constituées comme ça. Moi j'ai passé mon temps à voyager. C'était plutôt 500-600 000 km par an. Et puis donc j'ai passé le Manche opérationnel en janvier. Et à Monsieur Sagnières, donc qui est destiné à prendre toute la... Qui est comme vous, issu de la promotion interne. Donc qui a monté les États-Unis en fait, puis qui s'est familiarisé avec l'Europe, et puis maintenant qui est directeur général, et puis donc moi je suis le président, puisqu'on a splitté mon job. Puis on rejoindra tout ça quand Hubert aura fait tout le tour de la maison, ce qu'il est en train de faire très rapidement actuellement. Et donc moi j'ai eu du temps, parce qu'on m'a toujours conseillé, on m'a dit, écoutez Xavier, quand on passe les commandes opérationnelles, surtout il faut disparaître. Donc je me suis trouvé avec du temps, et en fait j'ai fait des conférences. Et j'ai fait des conférences, je vais en retard, et puis en fait il y a plusieurs éditeurs qui sont venus me voir en disant, écoutez Monsieur Fontanet, tout ce que vous dites, comme vous le dites, mettez-le dans un livre. Alors en fait, ce livre est sorti extrêmement facilement, parce que je devais l'avoir au fond de moi finalement. Et la raison profonde, c'est que j'ai trouvé un gap complet entre l'image qu'ont les Français des entreprises et notre vécu. Parce que vous l'avez très bien dit en introduction, l'image des grandes entreprises n'est pas bonne. Et alors moi, je connais tous les collègues qui ont monté avec leurs équipes ces magnifiques sociétés que sont les sociétés du CAC 40 en grande majorité. On a vécu des aventures extraordinaires. Je crois qu'on est des gens normaux. On ne se sent pas du tout dans tout ce qui est écrit. Et donc je me suis dit, au fond, je plonge à l'eau. Et je prends la plume, et puis voilà. Alors les multinationales, on va y revenir longuement, mais ce mot confiance. Alors de confiance. Alors la confiance, si vous voulez, il y a une chose que je vis très très mal, c'est l'idée que les entreprises, c'est des monstres. Alors c'est des monstres qui exploitent les employés, qui manipulent les clients. Et alors ça, c'est pas du tout une chose que je ressens, parce que le management des maisons comme les nôtres, c'est des maisons management qui sont fondées sur la confiance. Vous êtes aussi de le comprendre, c'est que quand vous êtes en position de leader mondial, les équipes sont extrêmement puissantes et sont extrêmement bonnes. Et je sais pas, moi j'adore le tennis, mais quand vous regardez par exemple Federer jouer contre Nadal, les entraîneurs de Federer et Nadal n'ont pas une schlag quand ils ont raté un set ou un match en disant la prochaine fois tu as un coup. Des gens extrêmement doués, on se sépare parfois de on son les entraîneur. inspire. Oui, d'accord, mais ça veut dire que là, il y a eu un petit peu de violence, ce qui n'est pas forcément un très bon signe. Non, les gens, en fait, quand ils sont à ces niveaux-là, on les inspire, on les micromanage pas. Moi, depuis très longtemps, depuis maintenant une dizaine d'années, je manage en écoutant les gens, en répondant à leurs réactions, en faisant un miroir. Je ne manage plus, je suis plutôt un enseignant, je donne des livres. Alors vous dites même et donc, je manage par la confiance, si vous voulez. Vous dites même quelque part dans votre livre, ça m'a beaucoup frappé, la confiance, c'est le premier capital de l'entreprise. Alors les économistes, évidemment, ont envie de
de parler de facteurs, de facteurs travail, de facteurs capital, on met des chiffres, on fait des équations. Alors moi, personnellement, je ne crois absolument pas à ça. Je pense que le facteur fondamental qui fait absolument tout, c'est la confiance. Vous parlez de Beneteau. Bon, ben, je suis rentré chez Beneteau venant du BCG. C'est une toute petite entreprise. C'était une entreprise qui était 5 fois plus petite. Mais il y avait l'agnac. Et on avait des concurrents beaucoup plus gros, beaucoup plus riches, beaucoup moins endettés. Mais il y avait une telle volonté et une telle confiance dans l'équipe, dans l'entreprise, les gens avaient confiance en eux, dans le futur, que ce facteur confiance a fait la différence avec des gens qui étaient plus forts sur le papier, mais dans lequel ils étaient devenus arrogants, ils regardaient moins ce qui se passait. Et donc je pense que les facteurs de confiance, et moi c'est le mystère ou le miracle de la confiance, m'a toujours fasciné. Hein. Et j'essaie d'expliquer quels sont les mécanismes. Donc deux concepts à théoriser pour nos économistes, ici, l'agnac et la confiance. Ouais, il faut aussi un petit background intellectuel, hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté, il y a aussi quand même, alors c'est pour ça que j'ai fait un petit chapitre, ce que j'appelle le petit précis d'économie, c'était une façon de rendre hommage au BCG. C'est une façon aussi de hommage appuyé. Appuyé, bah oui, parce que j'aime bien, un des éléments de la confiance, c'est rendre toujours la propriété des idées. C'est Bruce Henderson qui a quand même été le fondateur de ces idées de la concurrence. C'est lui qui a théorisé la concurrence. Je pense qu'on a réussi, moi-même j'ai pratiqué ça depuis que je suis opérationnel, dans les métiers de produits, de services et partout. Et je crois qu'il faut quand même rendre l'honneur à ceux qui ont inventé. Alors, je crois qu'on le prix Nobel, hein, Bruce Henderson. Alors je crois qu'on y reviendra parce qu'il y a peut-être des problèmes d'évolution de votre portefeuille d'activité au sein d'Essilor. Alors Essilor, comment devient-on leader mondial et comment peut-on le rester? Et peut-être d'abord un petit portrait d'Essilor. Oui, alors Essilor est une affaire extrêmement attachante parce que d'ailleurs toutes les affaires sont attachantes quand on les aime bien. Chaque entreprise, c'est un peu comme une personne, ça a une histoire, ça a des caractéristiques. Et l'idée la plus amusante sur Essilor, c'est que en fait, c'est né d'une... Alors la naissance d'Essilor, c'est 73, hein, et c'est une fusion entre une coopérative ouvrière et puis, donc, qui était possédée par les employés, et une société complètement privée possédée par une personne. Donc il y avait en fait l'affaire Lissac. On peut marier deux cultures comme ça. Alors c'était la carpe et le lapin, on avait dit qu'on avait marié la carpe et le lapin, et puis finalement c'était... Et ces deux cultures sont très très bien mariées. Je crois que de la coopérative ouvrière, Essilor a gardé l'actionnariat salarié, qui à mon avis est un des sujets les plus importants. Et je pense qu'après toute la crise qu'on a eue, il faut évidemment promouvoir l'actionnariat salarié. Et donc vous avez cette culture, et il y a une culture de dialogue, hein, c'est-à-dire que dans une affaire où le personnel a beaucoup de capital, la direction générale évidemment dirige, mais elle est aussi un peu au service des employés. Il y a un devoir de communication peut-être plus qu'ailleurs. Et donc il y a sûrement autour des concepts d'actionnariat salarié des facteurs très très favorables à la bonne marche des entreprises. Et alors ça s'est marié avec une entreprise possédée par une personne, M. Lissac, qui évidemment a vendu ses actions en partie à ses dirigeants. Et donc tout ça a monté une affaire. Alors il y avait des nouveaux produits, c'est-à-dire que du côté SL, il y avait M. Metnas qui a inventé le Varilux. Et du côté Lissac, il y avait les gens qui avaient inventé les verres plastiques. Puisqu'auparavant, tous les verres étaient en verre. Et le verre plastique, beaucoup plus léger et plus transparent, a été une vraie révolution. Et donc, cette petite entreprise, qui à l'époque, quand Essilor a commencé en 73, donc moi j'étais consultant en BCG, donc j'ai assisté à tout ça aux premières loges, était 4-5 fois plus petite que les grands leaders allemands à l'époque. Hein. Et puis, en gros, le croisement par marche de taille s'est fait dans les fin des années 90. Et puis après, toute l'histoire, c'était une continuation de cette croissance interne, croissance externe. Alors, on a eu une très très longue période de croissance interne. On va dire que la croissance interne a duré jusqu'en 95. Et la conquête du monde, notamment les États-Unis, le Japon, l'Asie, s'est faite par un mélange de conquêtes internes et externes. Parce que, si vous voulez, les croissances internes, c'est assez facile à faire avec les produits. Mais en matière de commerce, il faut souvent acheter les réseaux qui vous permettent d'écouler les produits, parce que c'est assez long de construire des réseaux. Donc en fait, dès qu'on a commencé à s'attaquer aux États-Unis, on a acheté des laboratoires de finition, parce que les réseaux de distribution dans l'optique, ce sont des réseaux ils produisent, ils finissent des verres. Donc c'est à la fois de la distribution, mais aussi de la finition. Et donc évidemment, toute l'Asie, le Corée, le Japon, où il y avait des industries très anciennes, ça s'est fait aussi par les acquisitions et les partnerships. Alors, on va y revenir. En quelques chiffres clés, Essilor, c'est quoi aujourd'hui? Alors, c'est les personnes. Je dirais que alors, on peut parler des personnes. Et on est, je ne sais plus très bien, parce que comme il y a pas mal d'acquisitions actuellement, moi j'ai des chiffres. 40 000 à peu près aujourd'hui. On sera, je pense, une 40 000 en fin d'année à peu près. Avec les acquisitions de l'année. Avec les acquisitions de l'année. On va faire, je pense, cette année, ça devrait, le chiffre est connu, c'est 3,8 milliards à peu près. Et alors, l'autre côté étonnant, c'est la capitalisation, parce que la capitalisation est autour d'11 milliards. Donc ça, c'est comme ça que c'est devenu un groupe qui capitalise beaucoup plus que son chiffre d'affaires.
Et puis, je crois qu'il y a des centres de recherche. Un des éléments, c'est une affaire qui est vraiment une des plus mondialisées, qui est actuellement en France. Hein, puisque je pense que le chiffre d'affaires français doit être 7-8%, mais les volumes français, ça doit être 4-5%. Donc on a une affaire, les volumes, on couvre quasiment le monde entier. Alors vous n'êtes pas une entreprise qui a subi la crise de plein fouet. Il y a eu un ralentissement en 2009. On a eu un ralentissement organique. Effectivement, alors en fait la crise, nous on l'a vu arriver en 2007. On savait qu'elle arrivait en 2016, j'ai écrit dans le livre. Elle est arrivée dans les chiffres octobre 2008. Et donc la croissance organique est tombée à zéro. Mais si vous voulez, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a le petit précis d'économie et capital. C'est quand vous avez une croissance organique qui tombe et que vous arrivez à maintenir les résultats par un effort de restructuration, les cash explosent. Et donc tout le cash excédentaire... On vient toujours au Boston Consulting. Toujours, et ça je pense que c'est une des choses les plus importantes à comprendre. Et donc on a remis tout le cash excédentaire, on a des acquisitions excédentaires. Ce qui fait qu'on a maintenu une croissance continue, même aujourd'hui nous sommes actuellement à des vitesses de l'ordre de 15 à 17%, parce qu'en fait on a modifié le mix croissance organique, croissance par acquisition. Quand le marché croît, il faut faire de l'organique. Quand le marché croît moins vite, il ne faut surtout pas trop pousser la croissance organique, parce qu'à ce moment-là, vous abîmez trop les concurrents, ils réagissent. Il vaut à ce moment-là beaucoup mieux utiliser l'excédent de cash pour acheter. Donc on est passé dans une période d'acquisition très rapide. Si j'ai bien lu votre rapport d'activité, l'essentiel de la croissance de votre chiffre d'affaires et des investissements également, et des acquisitions, est aujourd'hui à l'étranger. Oh, mais attendez, alors moi je peux dire depuis 20 ans, on a investi à peu près 80% de tous nos cash flows en dehors d'Europe. Pas de France, d'Europe. Et je pense que la prospérité de la maison aujourd'hui vient à ce qu'on a construit. Alors on a une très belle position en Europe, mais on a construit des positions énormes aux États-Unis, en Amérique latine, et puis évidemment dans les pays asiatiques, Corée et Japon, puisqu'on est même leader en Corée, vous voyez. Et puis on a bien réussi l'entrée dans ce qu'on appelle nos gazelles. Les gazelles, c'est Chine, Inde et Brésil. Hein. Alors en chiffre d'affaires, c'est pas encore des chiffres d'affaires très importants, mais en volume, c'est très très important. Hein. Donc on est, je pense, disons sur un plan géographique. Vous êtes un secteur qui, au niveau mondial, a 3 entreprises dominantes, et Essilor est un premier. Alors le mot dominant, nous sommes des concurrents tellement forts qu'on n'utilise pas ce mot-là. On se tire des bourres, c'est épouvantable. Hein. Mais on est 3 entreprises. Il y a en gros un Français, un Allemand et un Japonais. Qui détiennent quelle part du marché mondial? Là, on est comme les dames, on n'a jamais plus de 25 ans. Donc, non, on a des bonnes parts de marché. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que la concurrence est absolument formidable. C'est que ça se renouvelle énormément par le bas. Donc, on a des bonnes parts de marché. Mais actuellement, les petits concurrents sont extrêmement vivaces. Et donc, vous avez une floraison de concurrents actuellement en Chine, en Inde, dans tous les pays d'Asie. Que vous rachetez? Où on fait des partnerships, où on les laisse. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas, il y en a beaucoup qui veulent tout à fait. On peut être un petit et concurrencer ici. Et tout à fait, bien sûr. Et c'est très bien. Alors, si vous voulez, la concurrence est une santé d'une industrie. Alors, dans l'apologie, il y a la confiance qui est importante. Il y a aussi la concurrence. Alors, je raconte l'histoire d'un de nos collègues qui est Sato, qui est le grand patron de Oya, qui est le plus grand concurrent. Et en fait, on avait été nommés le même jour, en 91. Et un jour, il m'appelle, c'était en 2003-2004, il me dit « Fontanet, je veux vous voir. » Bon, et je veux vous voir au Japon. Alors, il savait que je venais pour les boards de Essilor. Et je me dis « Ça y est, patatras. » Il m'annonce qu'il achète Zeiss. Hein. Et évidemment, à l'époque, ça leur aurait ramené exactement la taille d'Essilor, parce qu'on mettait Zeiss et Oya ensemble, et ça faisait à peu près notre taille. Il y a toujours cette idée de la course à la taille, il faut être le plus gros. Alors je pense ça, c'est aussi le BCG. Un des éléments de la vitesse, comme la taille au niveau mondial, ça on peut faire ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Alors il me dit, écoutez Fontanet, donc je vais avec évidemment le patron de l'Asie, et c'est quelqu'un que j'avais jamais vu, ou que j'avais très peu vu, on s'était croisés dans des congrès, et puis là il me dit, écoutez, j'ai une chose importante à vous dire. Ah ben j'ai dit, ça y est, bon, patatras, et puis il dit, je pars à la retraite. Hop, alors je me dis, ouf. Et il me dit, je voulais que vous soyez le premier à le savoir. Ah bon, merci. Alors je vais vous dire maintenant, M. Fontanet, on ne s'est jamais vu, mais je vous connais très bien. Je vous connais parfaitement bien, je vous observe depuis 15 ans. J'ai analysé votre psychologie. J'ai analysé, je fais les coups que vous avez faits. Et je voulais vous dire qu'on ne se connaît pas, mais je me sens très proche de vous, plus proche que la plupart de mes amis, même de mes amis japonais. Alors là, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, parce que j'ai ressenti, évidemment, j'ai réalisé à quel point je le connaissais aussi. Et alors, j'ai laissé passer une petite minute. Alors, évidemment, si on n'était pas dans un restaurant, j'aurais fait la bise. Et j'ai laissé passer une minute et je lui ai dit, M. Sato, je vais vous dire un truc que j'ai dit à personne. Sans vous, on n'aurait jamais monté Essilor. Parce qu'avec la concurrence qu'on s'est fait sur les produits et dans tous les pays, tous les jours depuis 15 ans, sans vous, on aurait été incapable de monter Essilor là où on l'a monté.
Et donc ça, je pense que si vous voulez confiance et concurrence, c'est les deux éléments clés. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait de la concurrence de l'industrie, parce qu'on gère une entreprise avec les concurrents, grâce aux concurrents, malgré les concurrents. Voilà. Alors, on n'avait pas prévu de parler de théorie économique, mais j'ai très envie de vous C'est titiller psychologique, sur ce point-là. D'un côté, vous êtes un adepte du BCG, Oui. donc la courbe d'expérience, les économies d'échelle, etc. Vous avez une position de leader, vous avez la plus grosse part de marché, et en même temps, vous dites on est en concurrence sans arrêt par rapport à des Oui. plus petits que nous. Et Parce il y a que partout des petites entreprises. Ben oui, parce que Alors, comment ils font pour les concurrencer? business models changent tout le temps. La chose qui joue énormément, c'est que vous définissez l'industrie. Alors, la courbe d'expérience ne marche pas. Ben non, elle est complètement substituée. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur Schumpeter et Hayek. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une industrie, vous la voyez comme une espèce de monoproduit, c'est une erreur complètement fausse. Alors, je pense que je lance des idées dans le bouquin, c'est le nombre de business d'une économie. Alors, je pose la question, combien d'entreprises en France? Alors, vous savez, il y a 2 millions d'entreprises en France. Bon. C'est un gros chiffre ou un petit chiffre pour vous? Aucune idée. Alors, pour moi, c'est un chiffre gigantesque. L'idée qu'une économie de 50 ou 60 millions de personnes, qui est 2,5 millions d'entreprises, c'est un petit signe auquel d'ailleurs je regrette que les économistes ne fassent pas attention. Alors je vais vous dire la raison pour laquelle il y a énormément d'entreprises, c'est qu'il y a énormément de créneaux. Alors si on enlève les entreprises de moins de 5 personnes, vous en avez 500 000. Je calcule à peu près 5 concurrents par créneau. Donc l'économie française, c'est fait de 100 000 créneaux. Et ce que vous croyez comme un seul métier d'Essilor, que vous voyez comme avec un gros Essilor, c'est une idée complètement fausse. Le métier optique est fait de centaines de business. Et en fait, ce serait extrêmement compliqué de calculer par marché parce que les business models changent constamment. Notamment, vous évoquez les mutuelles. Bon, mais le poids des mutuelles maintenant est un élément complètement nouveau, formidable et complètement perturbateur qui bouscule complètement les positions. Et en fait, je crois que le grand talent qu'a la maison Essilor, on est globalement leader, mais on est une société qui est inquiète, qui est constamment. On a confiance en nous, mais on a une mentalité de challenger. Hein. Et j'ai toujours lancé l'idée que l'humilité doit aller avec le carré de la part de marché. Ou au moins que l'humilité doit croître beaucoup plus vite que la part de marché. Parce qu'on a besoin, pour faire ce qu'on fait, d'avoir confiance en nous et dans nos équipes. Donc, Essilor est une boîte de confiance, mais on a en même temps toujours, du fait qu'on est tout le temps fou avec les clients et qu'on a des concurrents extrêmement puissants, on est constamment en déstabilisation. Et je crois que Essilor est une maison qui, pratiquement chaque année, fait un changement fondamental. Et ça, je crois que la force de la maison est là. Il ne faut pas la mesurer en termes de part de marché, parce qu'il y a des tas de pans où on se fait avoir et d'autres pans dans lesquels on gagne. Et il faut garder, et surtout actuellement, il y a un foisonnement technologique tel, donc Schumpeter est à l'œuvre, qu'on est constamment à la fois en reconquête, en déstabilisation et en conquête. Et ça, c'est le vrai business actuellement. Alors, il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce livre. J'en ai picoré quelques-uns. Un livre que vous avez écrit vous-même. Mais c'est sorti comme ça tout seul. Vous avez écrit vous-même. Alors, la finance. La finance, hein, on sort d'une crise financière, on est encore un petit peu dedans. Dans votre livre, il y a un chapitre sur les dégâts de la finance, et vous avez d'ailleurs des mots très très durs. Vous parlez de la finance folle. Oui. Est-ce que vous auriez écrit ces lignes avant ce climat qui permet de tirer à vue sur les banquiers et les financiers? Je l'aurais écrit plus tôt que la crise parce que je sentais venir. C'est très amusant, je discutais avec quelqu'un ce midi, j'avais voulu, parce que je ne comprenais pas comment l'économie américaine marchait si vite. Et je me dis, il y a un truc qui me manque, et j'avais demandé même au conseil d'administration d'aller pouvoir faire une semaine à Harvard pour comprendre ce que faisait Greenspan. Parce que pour moi, je ne comprenais pas que ça croisse si vite. Donc, en fait, je ne suis pas économiste, hein, mais instinctivement, je trouvais que ça poussait trop fort par rapport à toutes les raisons objectives. Et j'évoque, en fait, vous avez compris, je parle que par histoire, parce que je pense que c'est plus facile de raconter des histoires que de faire des théories. Et les histoires de gens qui nous ont proposé à M. Alfroy, parce qu'on était deux à monter les maisons ici, à tenir la maison, M. Alfroy et moi-même. Hein. Donc moi, j'étais un peu plus exposé comme président, mais sans Philippe, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Et on a été plusieurs fois abordé par des grands financiers qui nous proposaient de racheter Essilor. Et donc, là, je raconte la dernière histoire. Vous auriez été milliardaire. Ben non. Faire un LBO sur Essilor. Pas du tout, parce qu'on n'a jamais cru. Parce que ça aurait jamais marché à cause de la dette. Parce que ces gens-là proposaient des accords complètement faux. Alors ça commencerait très mal, parce qu'ils commencent à flatter les gens en disant vous êtes géniaux. Voilà. Puis après on dit écoutez, on a des grands investisseurs qui vont vous sortir de la bourse pour vous permettre de faire ce que vous voulez, blablabla. Parce qu'en fait, ils font porter la dette, ils la font porter par l'entreprise. Et donc nous, comme étant des bons businessmen, avec les concurrents que nous avions, Oya et les Allemands, on sait très bien que si on chargeait Essilor d'une dette
qui permet de faire un RES, on fusille la boutique. Et là où c'est extrêmement grave, c'est que quand vous faites un LBO, alors je ne jette pas la pierre à tous les LBO, parce que si vous faites un LBO sur une société qui est mal managée et que vous le faites à un prix bas, évidemment, vous vous en tirez. Mais quand vous faites un LBO, c'est ça qui est criminel, sur une belle boîte qui est en pleine concurrence, qui est relativement bien générée, vous la tuez. Vous la tuez pourquoi? Parce que vous collez une dette énorme en flattant la rapacité des dirigeants. Et à ce moment-là, la dette, une fois que la boîte a la dette, elle l'a pour toujours. Parce que c'est elle qui la remboursera. Donc ils vous font croire qu'il y a des financiers de l'extérieur qui vont reprendre la boîte, mais ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Vous mettez une dette maximum, vous mettez des equity minimum pour pouvoir mettre le maximum d'equity aux équipes dirigeantes, et vous chargez la bête. Et la bête, elle est chargée. Et donc moi je savais très très bien, et Philippe savait très bien, que si on acceptait ces sirènes, on les écoutait, on allait mettre un boulet énorme sur la boutique qui a besoin de ne pas être endettée pour conquérir le monde. Alors, comme vous savez, donc, en fait, dès le début, on savait très bien que tous ces systèmes financiers, c'était de la folie. Et donc, ça a commencé donc beaucoup pas plus tôt. d'équilibrisme sur la dette à Essilor, pas d'effet non, de levier maximal. Alors, au contraire, on a un système On est rentable sans gros effet de levier. Sans effet de levier. Et donc, on a réussi, si vous voulez, la bonne part de marché que nous avons nous permet d'avoir des rentabilités de l'ordre de... On a réussi à avoir depuis... On a réussi à avoir à peu près 15% à partir de 2000. Et quand on a revendu les actions de Saint-Gobain, on s'est entendu avec le marché, on a promis qu'on irait à 17,5. Alors quand vous avez 17,5 de rentabilité sur capitaux propres, vous pouvez verser en gros 30-35% en dividendes. Donc il vous reste 65% de 17,5 qui fait 12, qui est exactement le taux de croissance que nous avons. Et ce 12, c'est 3 fois le taux de croissance du marché. Et donc nous sommes calés, si vous voulez, pour continuer à augmenter année après année doucement nos parts de marché, ce qui solidifie la maison. Et en même temps, on sert le dividende sans dette. Et justement, on l'a bien fait parce que quand on a abordé la crise sans dette, ce qui fait qu'actuellement, depuis la crise, on a pu acheter 2 bijoux qui sont 2 leaders mondiaux. La maison Satislo, qui est une maison qui fait des machines pour faire les verres. Donc on est rentré dans les machines-outils pour améliorer nos verres. On fait comme Nespresso, on a amélioré. Et on vient d'acheter une très très belle affaire qui fait des verres correcteurs sans prescription, qui sont des métiers qui, avec la crise, explosent. Et donc, on a pu se payer, en plus on a pu se payer ces 2 très belles boîtes qui vont assurer la croissance en Essilor. C'est justement parce qu'on a refusé des gens qui nous flattaient pour nous faire des bêtises. Donc, en fait, la crise, on l'avait vu bien avant. Alors, venons à notre thème central, les multinationales et l'économie française. Qu'est-ce que peut apporter ces multinationales à l'économie française, ces multinationales qui, comme la vôtre, vont chercher de la croissance au loin, mais vont la chercher pour elles? Non, attendez. Alors justement, ça tombe très bien parce qu'au fond, ce livre, je l'ai écrit parce qu'il y a une notion d'image à redonner, parce que je suis convaincu que les entités qui vont permettre à la France de bénéficier de la mondialisation, c'est précisément les multinationales à siège en France. Comment? Alors attendez, c'est complètement évident. Alors, je parle que par parabole. Alors, quand je demande au fond qu'est-ce qu'il y a plus dans le livre, les gens me disent il y a la parabole de Mme Brisson. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est donc la patronne de la CGT qui un jour me dit écoutez, M. Fontanet, je suis heureuse. Alors je lui dis écoutez, Mme Brisson, si vous êtes heureux, je suis heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Mes 2 filles n'iront pas à l'usine. Ah bon, Mme Brisson, vos filles n'iront pas à l'usine? Pourquoi? Mes 2 filles, en fait, elles sont prises dans des écoles de droit et donc elles vont être juristes. Alors je dis écoutez, Mme Brisson, c'est vraiment une belle journée pour moi parce que vraiment l'économie avance avec ça. Et c'est une femme extrêmement intelligente, donc c'est tout à fait normal que ses enfants fassent des études. Et alors, je lui dis, vous savez, c'est là où ça devient marrant. Je lui dis, Mme Brisson, on va avoir une pensée pour mes prédécesseurs qui ont délocalisé les usines françaises il y a 30 ans. Ah bon, M. Fontanet, pourquoi vous dites ça? Alors, vous savez que nous, depuis très longtemps, nous avons, entre guillemets, délocalisé les outils de production. Parce que justement, je voulais vous demander quels maillons de la chaîne de valeur sont encore en France? Alors justement, il faut que je vous explique, il me faut un peu de temps. Alors, il ne reste plus tellement. Ah oui, bon. Alors en fait, un verre ophtalmique, celui que vous avez sur les yeux, c'est comme un costume. Il y a un tissu et une confection. Alors il est vrai que le tissu s'est délocalisé, mais toute la confection reste locale. Et les beautés que vous avez sont des verres qui sont très intensifs en finition. Et donc nous avons des grosses usines de tissu et des tas de petites usines de confection dans lesquelles on met toute la technologie. D'ailleurs, l'achat de Satislo que nous avons fait, c'est pour remettre toute la technologie le plus près du client. Et donc nous avons évidemment délocalisé les usines de tissu qui font des ébauches de verre et nous mettons toutes les billes dans les usines de finition pour faire des verres absolument parfaitement adaptés à chacun de vous. Et donc en fait on a pu reconvertir les gens de la production à la finition, mais en délocalisant, si vous voulez, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est pas nous qui délocalisons, c'est les clients.
hein. Il y a eu notre concurrent OIA, il y a 30 ans, a commencé à mettre des verres en Thaïlande, et il a attaqué le marché européen. Et tous les clients sont précipités sur les verres. Donc Essilor, pour garder les parts de marché, a dû faire comme OIA. Alors c'est la grande idée qu'il faut mettre dans la tête des gens, ce n'est pas les PDG qui délocalisent, ni les patrons de production, ce sont les clients. Donc tant qu'on n'expliquera pas que c'est les clients qui localisent, notre pays aura du mal. Tout le monde comprend partout dans le monde que quand depuis 20 ans on achète du textile en Chine et que quelque part, à un moment donné, le PDG d'une boîte délocalise, on accuse le PDG, c'est dramatique d'en faire un bouc émissaire, parce que c'est chacun de nous qui tranquillement délocalisons. Bon, je comprends bien la voilà. logique. Et alors la logique, c'est de Mme Brisson, elle est fondamentale, c'est que le système éducatif, si vous prenez Essilor, on a augmenté les effectifs français de 0,4% par an depuis 40 ans. On a transformé nos ouvriers en ingénieurs, en contremaîtres de machines-outils extrêmement compliqués, en informaticiens, en économistes. Et donc, moi j'ai vu, si vous voulez, le chiffre d'affaires ouvrier passer en 20 ans de 60% à 30%. Hein. Et donc, nous avons embauché à la place des gens de recherche. Et évidemment, si vous voulez, d'abord, vous faites le bien quand vous délocalisez, parce que vous mettez des boulots intelligents dans les pays où vous mettez vos usines et vous créez de la valeur. Donc, finalement, on est des ONG. Hein. Une différence entre usine Essilor en Thaïlande et une ONG, il faudra qu'on m'explique bien, j'en vois pas beaucoup. En plus, notre truc, c'est complètement soutenable. Et puis, deuxièmement, on a complètement changé le mix des emplois français en enlevant les emplois les plus simples pour les envoyer, ce qui fait que les enfants de Mme Brisson vont avoir des jobs qu'on a préparés en enlevant l'usine. Parce que s'il y a 30 ans, on n'avait pas enlevé l'usine, il n'y aurait pas de job pour les juristes, vous voyez. D'accord. Bon. Alors ça, il faut expliquer tout ça. Alors moi, le bouquin, je vais... Alors lisez le livre. Lisez le livre. Je vais accompagner le livre pour faire la pédagogie partout. Parce que dans un pays, si vous voulez, si on ne comprend pas, il faut d'abord débaptiser délocalisation, il faut l'appeler relocalisation. Et c'est le système éducatif qui a quand même la charge de transformer les enfants sur une génération d'enfants d'ouvriers. Il faudra des ouvriers. Hein. Ce que j'ai constaté tout de même, c'est en lisant vos rapports d'activité et vos communiqués, c'est qu'avec la crise, bon, Essilor se tient très bien, mais vous avez accéléré vos investissements à l'étranger. Vous démultipliez les acquisitions de sociétés relativement importantes. J'ai vu une société californienne, une société israélienne. Bien sûr. Bien sûr, mais en même temps, nous avons aussi investi énormément dans les machines-outils, qui sont des boîtes allemandes, suisses, etc. Nous sommes en train de monter des usines de machines-outils qui, forcément, on ne peut le faire que là. Là, je visitais hier une usine à Dijon, ils sont en train d'inventer des trucs absolument géniaux. Donc, en fait, on s'est mis, si vous voulez, ces outils vont nous permettre de créer des nouvelles machines-outils, des machines de mesure, qui vont nous permettre de sophistiquer nos verres. Et tout ça, c'est la valeur ajoutée qu'on ne peut faire qu'en Europe, si vous voulez. On a quand même des talents extraordinaires. Mais la croissance des marchés est dans les pays émergents. Oui, mais tout Essilor grossit, si vous voulez. Moi, je me suis battu quand on était avec les syndicats, quand on a monté en 95, quand on a investi aux États-Unis. Tous les gars disaient, mais attendez, c'est de l'argent, vous sortez. Mais je lui dis, les gars, mais attendez, on est en train de gagner des parts de marché aux États-Unis, on va conforter la France en prenant les parts de marché des États-Unis. Si on commence à laisser filer les États-Unis et que c'est les Japonais qui les prennent, 10 ans plus tard, on se fait cogner. Donc on envoie de l'argent dehors, c'est pour vous défendre ici. Alors écoutez, comme on a des syndicats et des gens très sympas qu'on s'explique, qui comprennent, mais si quelqu'un ne comprend pas que pour défendre de l'emploi ici, parfois il faut aller chez... Ben écoutez, très bien, hein, mais voilà. Alors pour conclure, je voudrais juste vous faire réagir sur une phrase que vous citez vous-même. Une grande entreprise peut-elle défendre l'intérêt général? C'est un grand homme politique français. C'est mes grands débats avec Alain Juppé, qui disait, vous, Fontanet, c'est très bien ce que vous faites, mais vous ne défendez que des intérêts particuliers. Et l'intérêt du pays? Est-ce qu'une grande entreprise peut évidemment, évidemment, parce que, si vous voulez... alors, j'explique que l'intérêt du pays, l'intérêt général, est probablement que la sphère publique se réforme. Hein. Je pense que le grand intérêt général, actuellement, pour la sphère publique, c'est de se réformer. C'est le meilleur service qu'elle va rendre à tout le monde. Hein. Chacun ton sang, les vaches sont bien gardées. Mais si vous voulez, je pense qu'une affaire comme Essilor, si vous voulez, à partir du moment où avec un opticien français, vous créez des relations de durée. Bon. Que l'opticien français, avec ses clients, a des relations de confiance et de durée. L'intérêt particulier que défend l'opticien, quand il dure et qu'il est constamment fidèle à nous et que nous sommes fidèles à lui, ça converge vers l'intérêt général. Expliquez-moi, quand on est en relation de 30 ans avec un client, on a chacun un intérêt particulier qui converge vers l'intérêt général. Eh bien, alors que l'intérêt général, je ne vais plus jeter la pierre parce que ce n'est pas mon genre, mais quand on donne des monopoles en échange de l'intérêt général, on connaît la nature humaine. Dès que quelqu'un a un monopole, l'entreprise se transforme en
on commence à penser plus aux employés qu'aux clients, qui deviennent des usagers. Ça devient un peu du corporatisme. Et à ce moment-là, on commence à créer des coûts qui explosent. Si ça ne suit pas la compétitivité mondiale, on est en train de plomber tout le système. Et donc, moi, alors évidemment, j'ai conquis le monde avec les équipes des Sealers, il ne faut pas la ramener. Mais si vous voulez, quand on revient en France, on voit les PME qui souffrent. Et pourquoi est-ce qu'elles souffrent? C'est évident. C'est que les coûts sont devenus tellement élevés. Et donc, il y a, bien sûr, les entreprises multinationales comme nous, on est les personnes qui peuvent aider les pays. Il faut aussi, en parallèle, qu'on allège les coûts de l'État. Ça fait 40 ans que ça a grimpé. Nous, c'est 40 ans qu'on se concurrence avec des Japonais, et les meilleurs Japonais, parce que Oya, c'est une des plus belles boîtes japonaises. Donc, on s'est confronté avec un des plus puissants. Il faut aussi que toute la partie publique, je ne leur jette pas la pierre du tout, il faut qu'ils baissent leurs coûts, comme on l'a fait. Sinon, voilà, où est-ce qu'on va? Nos efforts... Xavier Fontanet, ça sera notre conclusion. Ce sera la conclusion. Merci, lisez le livre. Merci beaucoup. Merci, Xavier Fontanet. Au revoir. Merci bien.